Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour à tous et je suis très heureux de cet échange qui ne sera pas une conférence, qui sera un véritable échange dans la ligne inspirée par le président Arnaud, qui nous a bien expliqué l'esprit de ces échanges et des racines républicaines de cette revue qu'on continue et qu'on va continuer d'alimenter ici. Alors, vous êtes ancien Premier ministre, vous avez été ministre de l'Intérieur, vous avez été maire de Cherbourg, vous êtes aujourd'hui avocat dans un grand cabinet international et vous êtes le patron d'un mouvement, d'un parti, je ne sais pas comment on pourrait le nommer, qui s'appelle la Convention, faisant référence à la Convention des institutions républicaines de François Mitterrand, qui était ce véhicule qui lui avait permis de se présenter aux élections de 1965. Et au fond, ce qui nous intéresse, qui intéresse le public nombreux, qui a été présenté par le maire de Fréjus, c'est qui est... par le maire de Saint-Raphaël, pardon. Quel lapsus. Quel lapsus, pardon, monsieur le maire. Pardon. Et j'ai expliqué quels étaient mes liens importants avec Saint-Raphaël, pardon. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir quel homme de gauche vous êtes dans un pays où la gauche elle-même est indéfinissable, explosée, introuvable. Au fond, qui êtes-vous, vous qui êtes dans les indices de popularité très populaires et dont on peut se demander si vous n'êtes pas l'homme de gauche préféré de la droite? C'est ce que disent ceux qui, à gauche, voudraient me voir disparaître. C'est pas mon cas. Je vous mets donc dans cette catégorie. Non, pas du tout. Quelle est ma gauche? Elle est effectivement très différente de celle qui considère que la gauche n'est jamais aussi conforme à son histoire, à sa tradition, à ses valeurs, que lorsqu'elle est authentiquement bolivarienne. Car j'ai cherché en vain ce qu'étaient les racines bolivariennes de la gauche, en essayant de les scruter son histoire et son histoire dans le temps long de son histoire. Plus sérieusement, ma gauche, c'est une gauche qui puise ses racines dans l'histoire des grands combats de la gauche, non pas parce que se battre en politique, c'est reproduire indéfiniment les gestes de l'histoire, mais tout simplement parce que nous n'avons aucune chance de pouvoir nous projeter vers l'avenir en dépassant les héritages dont nous sommes porteurs si nous n'avons pas une exacte conscience de l'histoire qui nous a portés. Alors, quelle est cette histoire? D'abord, elle est l'histoire de ceux qui, au commencement de la Troisième République, considérant que la monarchie pouvait à tout moment ressurgir, ont considéré qu'il était urgent de mettre en place un certain nombre d'institutions adossées à des valeurs qui ont constitué une grande partie de la tradition républicaine. On est dans un pays où l'État préexistait à la nation s'est incarnée dans l'État, et où la République a donné à la nation et à l'État leur sens. Je suis donc un héritier de Clémenceau lorsque Clémenceau, avec d'autres, se propose de séparer l'Église de l'État, non pas par hostilité aux religions, mais parce qu'il considère qu'il faut qu'aux portes de l'école et dans l'espace public, chacun laisse et abandonne ses préjugés pour pouvoir former des esprits libres. Savoir, pouvoir, démocratie, ça commence dans la République par cette idée qu'à l'école notamment, qui est la pierre angulaire du dispositif républicain, on abandonne ses croyances, ce qui est hérité des atavismes, des traditions familiales et religieuses, ou philosophiques, ou intellectuelles, pour faire de l'école le sanctuaire de l'apprentissage, de la liberté, de la libre conscience. Je suis héritier de Léon Blum, lorsque Léon Blum, confronté à une situation inextricable, cherche des compromis pour que le progrès social soit possible et que l'économie ne s'effondre pas. Et lorsque Léon Blum subit la critique virulente de Torres, qui le présente comme un personnage trop pas intellectuel, trop lettré, trop attaché à ce qu'est l'histoire intellectuelle, politique, littéraire de notre pays, lorsqu'on le considère comme trop attaché au principe de l'état de droit, eh bien moi je m'estime héritier de cet homme et de ce qu'il a porté, y compris lorsque les critiques acerbes se sont exercées à son encontre. Je suis aussi héritier de Pierre Mendès France lorsqu'il monte à la tribune de l'Assemblée nationale, seul sous les huées d'une grande partie des conservateurs,
pour engager le processus de décolonisation en Indochine, avec l'idée que ne vaut en politique que la recherche absolue, continue, exigeante de la vérité, quitte à prendre le risque d'être seul. Et je suis ainsi un peu, ça va vous surprendre, dans le respect de la pensée de Raymond Aron, lorsque Raymond Aron, soutenant le Front populaire, héritier de cette tradition, voyant qu'une grande partie de la gauche s'éloigne de ce qu'elle était originellement pour soutenir des totalitarismes, par amour de la liberté, accepte des décennies de solitude. Voilà ma gauche. Je remarque, ça précise que vous avez parlé de Clémenceau et pas de Jaurès, ce que vos amis du Parti socialiste apprécieront, parce que c'est aussi un vieux débat à l'intérieur de la gauche. Non, parce que lorsque j'évoque Blum, il emporte avec lui Jaurès. Vous croyez? Bien entendu, pour des raisons qui tiennent aux responsabilités que Blum exerça aux côtés de Jaurès, et que votre culture historique immense ne peut pas vous faire ignorer, et ensuite parce que lorsque Blum décide de garder la vieille maison, c'est l'héritage de Jaurès qu'il décide de défendre. Donc, en évoquant Blum, j'emporte Jaurès dans les bagages. En tout cas, le portrait se précise. La Convention des institutions républicaines, c'était Mitterrand, et vous, c'est la Convention. Donc, quel est votre lien avec Mitterrand, d'une part, sur le fond, et dans la pratique politique, dans la conquête du pouvoir, puisque c'est ça qui l'a beaucoup caractérisé? Il y a beaucoup de différences et beaucoup d'éléments de filiation. Je commence par les éléments de filiation. Comme François Mitterrand, je crois qu'on ne peut rien contre la volonté d'un homme. Et que si l'on est déterminé avec une poignée de personnes qui considèrent que la France est plus grande qu'eux, c'est la condition, que la France est plus grande qu'eux, de prendre tous les risques pour pouvoir la servir, alors moi je me reconnais dans cette démarche. La deuxième chose que j'aime beaucoup et que j'ai toujours beaucoup aimé chez François Mitterrand, c'est le refus du grégarisme dans sa forme chimiquement pure. Et il a toujours été aux marges avant que d'exercer la responsabilité du pouvoir. Souvenez-vous de ce que l'on disait de lui en 1968, lorsque l'on pensait que la gauche définitivement s'était emparée de la rue. Il était l'homme de la 4e, l'homme du temps ancien, l'homme le plus haï de France. L'homme le plus haï de France. Et qui, ayant une certaine idée de ce qu'était notre pays, ne s'est pas laissé impressionner par tout cela et a continué son chemin en acceptant les critiques, les vilainies, et y compris parfois les mauvais coups. Troisième point que chez Mitterrand j'ai aimé profondément, c'est cette idée que l'exercice du pouvoir ne va pas sans une relation tellurique au pays. Et une relation tellurique au pays, c'est une relation au patrimoine, au paysage, aux églises, aux forêts, aux fleuves, aux auteurs, aux amis. C'est cette idée que la mémoire des morts préside à l'action des vivants. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas, même si on en a la volonté, les fils de l'histoire. Et je crois cela profondément comme lui. Et ce que, en revanche, je reconnais moins, ou avec quoi j'éprouve plus de distance, c'est le tacticisme qui fut le sien. Et de ce point de vue-là, je suis, par tempérament, plus proche de Mendès France que je ne suis de François Mitterrand. Mais ceci étant, je pense que Mendès France avait tort de considérer qu'on pouvait faire de la politique en restant en dehors de toute considération tactique. Il faut parvenir en politique à ne jamais divorcer de la sincérité des convictions et essayer de passer à travers les obstacles pour faire en sorte que les convictions puissent advenir parvenir à réaliser ce que l'on souhaite. Ce que Mendès France a refusé. Il a refusé les institutions de la Ve République, il a refusé de se présenter en 1965 alors qu'il était bien plus populaire, et puis il a refusé de se salir les mains, c'était son expression. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent si vous êtes plutôt Mendès velléitaire à se demander s'il va vers l'obstacle, ou Mitterrand à aller vers la conquête du pouvoir, si hasardeuse soit-elle. Vous avez raison de poser la question, parce que finalement, vous me donnez une pense, personne ne vous la pose cette question. Si, non, mais non seulement on me la pose, mais quand on ne me la pose pas, et que je lis des articles, je
pas si vous avez remarqué, il y a toujours des hiérarques dans l'entourage d'un tel. Il n'y a jamais les noms. Mais il y a toujours la critique. Moi, généralement, quand je m'exprime à visage découvert. Eux, jamais. Bon. Alors, je vais profiter du fait d'être à Saint-Raphaël pour faire en sorte que mon propos que je leur adresse puisse être transporté jusqu'à eux par les embruns. Sait-on jamais. Premièrement, se salir les mains. Si se salir les mains, c'est avoir les deux mains dans la tambouille, avec la seule préoccupation de soi-même, de son petit destin très éloigné de ce qui est l'intérêt supérieur du pays, j'avoue que cette tambouille-là, je n'entends pas y plonger les mains. Même pas une phalange. Bon. S'il s'agit en revanche d'accepter de prendre des coups, d'affronter la réalité, les tempêtes, etc., pour servir, ça oui. D'ailleurs, je voudrais faire remarquer à ceux qui tiennent ce type de discours que lorsque nous avons été frappés par une succession d'attentats, et lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, je n'ai pas eu le sentiment de ne pas affronter ces événements. Et c'était un peu plus dur que de passer les haies d'un congrès du Parti socialiste. Lorsque vous êtes confronté à une succession de crimes abjects comme ceux que vous avez vécus et qui vous ont plongé dans ce sentiment que nous avons eu en partage, qu'est le chagrin, que vous êtes sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet 2016 et que vous voyez des familles auprès des corps sans vie de leurs enfants après que le terroriste a frappé, ou que vous voyez les regards des victimes du Bataclan, desquelles toute forme de vie semble avoir disparu tellement le choc fut grand, ce qui se passe en vous sur le plan de l'émotion et sur le plan des sentiments, et sur le plan aussi de l'épreuve, lorsque vous êtes investi de la responsabilité de la protection des Français, est un peu plus difficile qu'une commission des résolutions au Parti socialiste. Donc de quoi parle-t-il ? De quelle main s'agit-il ? De quelle épreuve parle-t-il ? Donc moi je n'ai pas de leçons à donner, je n'entends en donner à personne, mais je n'en ai pas à recevoir de personnes qui passent toute leur vie dans des appareils flétris, à s'occuper d'eux-mêmes, en distillant, par-delà les frontières de leurs petits appareils, des propos où domine la malveillance. Parce qu'on peut faire de la politique de façon grande, avec du souffle, sans diffuser partout la malveillance à l'égard d'autrui qui n'a pas les mêmes orientations ou ne pense pas comme soi. C'est possible. Et donc j'entends bien faire la démonstration dans un pays qui me donne le sentiment de s'enfoncer parfois dans des marais qui sont très loin de ce qu'est la tradition républicaine telle que je la conçois. En effet, mais sauf que c'est les marais et les marécages. Où est passée la gauche et comment retrouver le chemin du peuple dans ce régime qui est de manière cardinale obsédé par l'élection présidentielle? Nous ne sommes plus sous la 4e République, ni la 3e. Comment retrouver le chemin du peuple? Quelle est la possibilité, dans une sociologie plutôt droitière et inquiète du pays, de la rassurer? Et vous avez un champ de ruines, vous avez les décombres de mélenchonisme, vous avez le Parti socialiste malveillant et microscopique. Comment retrouver le souffle de Léon Blum, de Mendès France ou de Mitterrand? Je pense d'abord qu'il y a deux choses à faire. Et elles sont finalement simples à concevoir et difficiles à exécuter. La première chose à faire, c'est de sortir de la répétition de ce que Mitterrand a fait avec talent, mais qu'il ne ferait pas aujourd'hui parce que les circonstances ont changé. C'est-à-dire, quand on est de gauche, de penser que la bonne manière de faire fonctionner la gauche, c'est d'essayer de rassembler des appareils à bout de souffle. Si l'on est de gauche aujourd'hui, on n'a qu'une chose à faire, compte tenu de ce qu'est l'état du paysage que vous avez parfaitement décrit, c'est de rassembler tous les Français autour des valeurs de la gauche, à la manière qui fut celle du général de Gaulle. Parce que lorsque François Mitterrand a décidé de faire l'union de la gauche, il avait un parti communiste qui n'était pas un parti
qui, en dépit des erreurs historiques et des défauts qu'il pouvait avoir, remettait en cause jusqu'au principe de l'état de droit. Je n'ai pas entendu de ministre de communistes dans les années 70, même si j'étais bien jeune, j'ai quand même le souvenir de leurs propos, expliquer qu'il y avait une consubstantialité de la violence à la police, que la police tuait par nature, par essence. Je n'ai pas entendu de leaders communistes dire « à bas la mauvaise République », parce que pour ces communistes qui avaient pu, à l'égard du totalitarisme, commettre bien des erreurs d'appréciation, la République ne pouvait pas être mauvaise, et quand elle l'était, ils s'estimaient garants du fait qu'elle cesse de l'être immédiatement. Bon. Donc, je pense qu'il faut créer les conditions du rassemblement des Français autour des valeurs de la gauche, plutôt que de chercher à allier des appareils dont les structures sont fatiguées et dont les discours sont irresponsables et la plupart du temps non crédibles. Voilà ce que je pense. Bon. Et comment fait-on ? Au lieu de chercher à ramener à soi des catégories de Français comme si notre pays était une juxtaposition de communautés, au lieu d'encourager le communautarisme politique, on dit ce qu'est la République par essence. Et on s'adresse aux Français dans leur ensemble. Si on dit aux Français, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur religion, quel que soit leur parcours, quel que soit leur lieu de vie, que la République, dans sa promesse, reste intacte et que la France, telle que nous l'aimons, telle que nous la voulons, a vocation à transcender les époques, à se projeter vers l'avenir, à relever les défis de demain, alors le rassemblement est possible. Si vous dites que aux Françaises et aux Français, quelle que soit la communauté à laquelle vous appartenez, ce qui vous rassemble est plus fort que ce qui vous divise. Et la condition d'unité et d'indivisibilité de la République, c'est que vous en ayez conscience et que vous acceptiez que les lois de la République s'imposent à chacun et chacune parce que ces lois sont le trésor de la nation. Et nous vous garantissons qu'elles s'imposeront à chacun dans le refus absolu des discriminations, de toute forme d'ostracisation de telle ou telle partie de la nation, alors vous créez les conditions de l'unité de la nation autour des valeurs de la gauche. Si vous dites « nous ne voulons pas que l'efficacité économique signifie l'injustice sociale », et si vous dites que tout ce qui doit être fait pour l'entreprise dans un pays comme le nôtre n'a d'intérêt que dès lors qu'il permet de dégager des richesses de nature à réduire les inégalités, alors vous créez les conditions dans ce pays pour que l'adhésion à l'entreprise, le compromis social et la répartition des richesses soient possibles. Et là où certains cherchent à instaurer partout l'affrontement, vous créez les conditions du compromis, du consensus et du rassemblement. Si vous dites que vous êtes favorable à la lutte contre le réchauffement climatique, mais que vous n'êtes pas favorable à la décroissance et qu'il nous faut par l'imagination, par l'engagement de l'État, par des efforts de planification, d'aménagement du territoire, créer les conditions d'une croissance sobre et juste plutôt que de la décroissance, alors vous créez les conditions d'une conception de l'écologie pour lutter contre le réchauffement climatique qui ne soit pas punitive et de nature à exclure les plus modestes de nos concitoyens qui ont le sentiment qu'on les culpabilise de ce dont ils ne sont en rien les auteurs, c'est-à-dire les effets du productivisme. Si vous dites que vous êtes ardemment européen, que vous entendez faire en sorte que l'Europe porte une ambition de multilatéralisme et de respect du droit face à la force, eh bien si vous dites cela tout à la fois, vous pouvez rassembler une grande partie de nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité autour des valeurs de la gauche. Voilà comment on fait. Ça suppose une chose qui n'est pas toujours facile à faire en politique, mais qui me paraît être la condition de la restauration de la confiance. C'est de laisser les tentations de séduction et de tacticisme de côté pour ne mettre sur le métier que les convictions et la sincérité. Car les Français constituent un peuple intelligent qui distingue parfaitement dans la masse de ceux qui s'expriment, ceux qui sont guidés par des objectifs pour eux-mêmes qui justifient qu'ils mobilisent tous les moyens de la tactique pour y parvenir, et ceux qui ont des convictions profondes qui résultent d'une histoire, d'une analyse, d'une culture, et qui n'entendent rien y concéder, parce que chez eux, l'amour de la France est plus importante que la volonté qu'ils ont d'atteindre pour eux-mêmes leur but. Voilà ce que je pense. J'entends dans ce que vous dites
J'entends dans ce que vous dites un compromis social et une tonalité de gauche d'autorité, hein, qui est bien loin de Mélenchon et qui est bien loin de François Hollande aussi d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous avez de différent avec François Hollande finalement, programmatiquement pour le futur? Bon, d'abord, nous ne sommes pas configurés de la même manière. Ah bon? Lorsque nous sommes arrivés au monde, ce n'est pas la photocopieuse qui a fonctionné. Nous avons notre caractère, nous avons notre complexion, nous avons notre histoire, nous avons nos parcours, nous avons nos appartenances, nos fidélités, etc. Bon. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui sont nommés ministres par un président de la République, et dès lors que le président de la République cesse d'exercer ses fonctions dans les difficultés les plus grandes, commence à dire du président de la République qu'il les a nommés pique-pendre pour être sûr d'être dans l'air du temps. Non, non, parlons de fond, de questions. Non, mais Qu'est-ce qu'est la je me gauche, permets qu'est-ce de qu'est la dire ça République? quand même. Bon. Ce qui me différencie de François Hollande, c'est plusieurs choses. La première, c'est la conviction très profonde que l'efficacité économique doit reposer sur un certain nombre de décisions, notamment sur le plan européen, qui n'ont pas été prises et qui doivent être de nature à protéger l'économie et le marché intérieur d'une concurrence qui est devenue démente. Je trouve complètement absurde qu'on laisse les Américains, à travers leur Department of Justice, prélever des milliards d'euros d'amende sur des entreprises européennes et françaises, et que nous n'ayons jamais pris la moindre initiative pour essayer de créer les conditions de la protection de nos propres industries en mobilisant, par exemple, l'article 83 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Je trouve absolument dément qu'on laisse les produits chinois entrer en Europe sans mettre en place dans les clauses de libre-échange des dispositifs concernant les clauses sociales et environnementales qui soient beaucoup plus claires et beaucoup plus fermes. Je considère que lorsque des ministres organisent des cuvées du redressement et que des frondeurs se mettent à détruire la politique d'un gouvernement parce qu'ils ont plus la préoccupation de l'organisation du prochain congrès que du gouvernement du pays, qui par ailleurs confronté à une crise de l'euro, à une crise migratoire, à une crise terroriste, il ne faut pas chercher à composer, il faut mettre de l'ordre dans le gouvernement. Et je considère que l'équilibre entre efficacité économique et justice sociale, nous ne l'avons pas trouvé autant que je l'aurais souhaité au moment où nous gouvernions. La politique de l'offre se justifiait, mais elle ne pouvait pas être la seule offre politique. Voilà. Et le macronisme? Le macronisme, c'est autre chose. Comment le qualifier? Je dirais que le macronisme est un situationnisme. Qu'est-ce que encore? Je vais vous dire ce qu'est, selon moi, un situationnisme. Le macronisme est un situationnisme au sens où il conduit ceux qui gouvernent à prendre des positions différentes à mesure que les situations changent. Voilà. Et je vais prendre des exemples, mais je vais prendre des exemples concrets, parce que moi je ne dis pas ça pour être désagréable, je dis ça parce que je le regrette et que ça me peine. J'aurais préféré qu'il en fût autrement. Quelle est la cohérence d'une politique qui consiste à faire son premier déplacement en Corse en présence de Jean-Pierre Chevènement, ce que je peux comprendre puisque j'aurais peut-être fait la même chose, en célébrant la mémoire du préfet Erignac, ce que j'aurais fait et que j'ai fait à plusieurs reprises, en évoquant, à juste titre d'ailleurs, que les problèmes de la Corse ne sont pas dans les institutions qui président au destin de l'île, ni dans sa relation au centre, mais dans la capacité des élus, désormais dotés d'une collectivité territoriale unique, à déterminer les politiques pertinentes dont ils ont besoin, et de faire quelques années après un voyage où on vient leur proposer un statut d'autonomie. Le situationnisme, c'est ça. Bon. À quoi sert-il de faire un discours de la Sorbonne plein de références au supranationalisme et au fédéralisme européen pour faire un discours devant les ambassadeurs 5 ans après qui consiste à dire la souveraineté, elle passe d'abord par la nation? Vous voulez d'autres exemples? Oui. Oui? Bon. À quoi sert-il de négocier et de parler avec Poutine jusqu'à la dernière minute, alors même qu'on a
été nombreux à dire qu'il ne servait à rien de lui parler puisque seul le rapport de force était compris de lui, pour terminer par dire seul le rapport de force compte. À quoi sert-il de vouloir défendre la francophonie en nommant comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie une personnalité anglophone hostile à la France? Je pourrais comme ça multiplier les exemples. Bon, donc, il y a beaucoup d'habileté dans tout ça. Mais la politique, ce n'est pas un art de l'habileté, c'est un art de la constance. S'il n'y a pas de constance, il n'y a pas de confiance. Il peut y avoir des changements de pas, de pied. Il peut y avoir des réorientations, mais dans ce cas-là, on vient à visage découvert devant le pays, on dit « je me suis trompé, les circonstances ont changé, le contexte n'est plus le même ». Ce que j'appelle un situationnisme, c'est une stratégie qui consiste, en fonction des situations, à prendre des positions différentes. Ce fut le cas sur la réforme des retraites. Si vous prenez les discours qui ont été tenus sur la réforme des retraites, vous constatez qu'il y a eu en quelques mois des discours successifs tenus par les mêmes personnes, témoignant de revirements, de changements de pied, pour des raisons qui tenaient au fait que le discours était dicté par les circonstances, par la situation. Mais en même temps, les Français ne semblent pas s'en rendre compte quand même, mais ne semblent écouter les bonnes paroles et les grands débats. Donc ça passe crème, comme disent les jeunes ou les anciens. En fait, le problème, c'est il y a peut-être un enchantement macronien, mais effectivement, on le sait, et en même temps, les bonnes paroles, les CNR et les grands débats permettent de passer l'épreuve à chaque fois. Comment expliquez-vous cela? Pour des raisons qui tiennent au fait que l'opposition ne fait pas son travail. Parce que si... vous comprenez, quand le président fait ce que je viens de dire, mais il ne fait pas que cela. Le président fait aussi de très bonnes choses. Quand le président conduit le pays en pleine crise sanitaire, je n'ai rien à dire sur la manière dont il conduit le pays en pleine crise sanitaire. Lorsque le président agit au plan européen en pleine crise sanitaire pour faire en sorte que l'économie nationale et l'économie européenne ne s'effondrent pas, je n'ai rien à dire sur ce que fait le président à ce moment-là pour essayer de sauver l'économie de notre pays. Et je pourrais aussi prendre, lorsque le président s'intéresse à l'éducation et essayer de faire en sorte que l'éducation redevienne une priorité nationale parce qu'il a conscience du fait que tout passe par l'école, l'objectif, je n'ai rien à en dire. Donc, moi, je ne suis pas dans cette espèce de positionnement sectaire. Quand j'ai quelque chose à dire sur ce qui, dans la politique du gouvernement, me déplaît, je le formule, mais je le formule en essayant de prendre des exemples. Mais je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'au motif qu'on est dans l'opposition, on s'oppose. Ça, c'était une formule de François Mitterrand. On s'oppose peut-être, mais pas n'importe comment, et pas pour faire n'importe quoi. Quand le président de la République fait, dans le situationnisme que je conteste, et que la réponse de l'opposition, c'est de mettre sous les pieds d'un parlementaire un ballon sur lequel est l'effigie du ministre du Travail en pleine contestation de la réforme des retraites, moi, je ne cautionne pas ça du tout. La manière dont le débat au Parlement s'est déroulé, alors que la dignité étant dans la rue autour des organisations syndicales, a donné d'une partie de l'opposition parlementaire une image extraordinairement dégradée dans laquelle les Français ne se sont pas reconnus. Et c'est précisément parce qu'il y a cette absence de crédibilité dans la manière dont l'opposition exprime ses désaccords que le président peut naviguer tranquillement. Qu'est-ce que vous auriez fait avec la CFDT si vous aviez à dialoguer, si vous étiez au pouvoir? Est-ce que c'est un bon interlocuteur pour le pouvoir? Et pourquoi Macron s'est brouillé avec la CFDT, ce qui a empêché la réforme des retraites de se dérouler? Quelle est votre analyse et quel est votre rapport avec le syndicalisme réformiste? Mon rapport avec le syndicalisme réformiste est absolument excellent, car je ne pense pas que l'on puisse faire des réformes dans un pays, si on veut en faire, en s'acharnant sur les syndicats réformistes. Ça, c'est... Et comment vous expliquez que Macron et l'Élysée se soient comportés ainsi? Parce que je pense que le président de la République est dans une idée que je conteste, et qui consiste à considérer que tout corps intermédiaire, surtout s'il est un interlocuteur crédible, doit être réduit.
parce que les corps intermédiaires font perdre du temps. C'est le raisonnement du président. Le président pense que, comme il a compris les choses et qu'il est parfois le seul à les avoir compris, il n'a pas de temps à perdre avec les autres pour faire ce qui doit être fait. Bon, c'est ce qu'on appelle la verticalité jupitérienne. Mais la verticalité jupitérienne peut conduire à des court-circuits terribles sur le plan politique. On en a eu un exemple il y a de cela quelques mois avec la réforme des retraites. On en a eu un exemple aussi avec la sortie d'une majorité relative après une élection présidentielle gagnée. Donc, je pense que le président considère que les organisations syndicales, les partis politiques, les institutions, ça fait perdre du temps. Et moi, je pense que les organisations syndicales, surtout lorsqu'elles sont réformistes, les partis politiques, les institutions, ça protège le pays et la démocratie du risque de court-circuit politique lorsque le pays est fractionné et que les tensions en son sein sont grandes. Voilà. N'applaudissez pas trop à Saint-Raphaël parce qu'on va dire que je suis vraiment définitivement passé de l'autre côté. Mais, on va parler un peu de pouvoir. De pouvoir, c'est aussi l'exercice du pouvoir et la conception qu'on en a. Et en tout cas, dans les projets politiques que vous caressez, vous m'avez dit l'autre fois que vous ne seriez pas pour une politique de l'offre. Que vous étiez, en tout cas dans vos réflexions actuelles, et on parlera d'autres aspects, vous n'étiez pas vous étiez en rupture finalement avec la politique Hollande et Macron. Est-ce qu'on peut... Non, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'a fait François Hollande sur la politique de l'offre a été justifié, parce que nous étions dans un effondrement de la compétitivité des entreprises qui impliquait qu'on restaura la compétitivité des entreprises en essayant de leur donner une mobilité, une vélocité qu'elles avaient perdue. Donc je ne suis pas du tout en désaccord avec ce qui a été fait. Je suis simplement en désaccord avec l'idée que la politique économique, pour être efficace, doit se réduire à une politique de l'offre déconnectée de toute considération de justice sociale et de redistribution. Je prends un exemple très concret, que l'on encourage ceux qui prennent des risques à investir est normal à condition qu'ils investissent. C'est-à-dire la flat tax sans conditionnement du réinvestissement dans l'entreprise des dividendes bénéficiant d'un allègement d'impôts n'a pas de sens. Parce que si telle est la politique fiscale, alors elle apparaît à juste titre comme étant une politique destinée à favoriser les plus riches au détriment de ceux qui sont les plus modestes et qui ont besoin de la solidarité nationale. Et c'est ça que je dis, rien d'autre. Vous m'avez parlé de ce rêve gaulliste de la participation en disant que vous y réfléchissiez aussi, que c'était peut-être un moyen d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Est-ce que c'était une chimère du temps de Gaulle? Il ne l'a pas réalisé, d'ailleurs avec disons, sa droite s'y opposait et la vie ne lui a pas permis de le faire. Mais ça serait quoi la participation de demain, concrètement? En tout cas, plus précisément. Quelle est l'idée? L'idée est que ce qui apparaît lorsque l'on contexte les rémunérations d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises, c'est qu'au moment où les assemblées générales se passent, où les conseils d'administration décident de la répartition de la valeur ajoutée ou de la répartition des gains résultant du travail de tous, les modalités de la répartition ne sont pas frappées de préoccupations de justice. Et on constate aussi, quand on regarde les conseils d'administration et les instances de gouvernance des sociétés, que les salariés y ont une part qui ne correspond pas à ce qui est leur contribution au développement de ces sociétés. Et par ailleurs, on constate aussi dans la société des aspirations nouvelles auxquelles je crois qu'il est important d'attacher la plus grande attention, c'est-à-dire les conséquences de l'activité économique sur la santé, l'environnement et les droits humains, la nécessité de faire en sorte que dans l'entreprise, le bien-être au travail soit pris en compte et que les efforts faits par les salariés soient récompensés. Et par conséquent, je suis favorable à ce que l'on modifie profondément la gouvernance des sociétés, non pas pour les transformer en phalanstères ou structures autogérées, mais pour faire en sorte que ceux qui contribuent au développement de ces sociétés se voient reconnus un droit
à participer aux délibérations concernant les choix stratégiques et la répartition des fruits du travail de tous entre ceux qui ont contribué à la prospérité de l'entreprise. Je pense que c'est nécessaire pour le compromis social, je pense que c'est nécessaire pour la reconnaissance du rôle des organisations syndicales, je pense que c'est nécessaire pour réconcilier en profondeur les entreprises avec la société, dans un contexte où il y a toujours une tendance à considérer chez certains courants politiques l'entreprise comme un lieu d'asservissement. Si on veut que l'entreprise ne soit plus perçue comme ça, qu'elle soit aussi perçue comme un lieu de création, de transfert de technologie, d'innovation, de progrès, il faut donner la possibilité à ceux qui y travaillent et qui n'ont pas la parole de pouvoir faire la démonstration qu'ils sont capables de prendre des décisions rationnelles aux côtés des patrons pour le développement de leur outil de travail. Autre question liée au pouvoir, la question des flux migratoires, qui est une question qui hante l'Europe, qui dans la région préoccupe les frontaliers, préoccupe toute la population pour des raisons réelles, pour des raisons fantasmées selon qu'on soit de gauche ou de droite. Mais en tout cas, la question des flux migratoires et de l'incapacité des retours à la frontière légaux, c'est ce dévoiement du droit d'asile, qui est un véritable droit. Personne n'y apporte une réponse, même pas Madame Meloni. Seule la gauche danoise semble, avec ses positions très critiquées et très dures sur l'immigration, pouvoir résister à la vague populiste qui semble menacer toute l'Europe. Comment vous gérez cette question? Parce que finalement, c'est une question d'état de droit aussi, qui on laisse rentrer sur son territoire. Et cette impuissance de tous les pouvoirs est très préoccupante pour les peuples et risque de donner des résultats très inquiétants dans les temps qui viennent. Sur la politique migratoire, j'ai eu à l'affronter lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, puisque vous vous souvenez que nous avons accueilli, pendant la période où j'étais ministre de l'Intérieur, non pas parce que j'étais ministre de l'Intérieur, mais parce qu'il y avait une crise migratoire, 2,5 millions de personnes sur le territoire de l'Union européenne entre 2015 et 2016, en quelques mois. Et cette crise migratoire, elle résultait de la situation en Irak et en Syrie, de la déréliction de l'État libyen et du fait que les réseaux de passeurs et de la traite des êtres humains étaient très organisés dans la bande sahélienne d'une part, et d'autre part avaient leur contrepartie sur le territoire européen. Ceux qui voulaient passer en Méditerranée sur des rafios de fortune en perdant la vie devaient payer 15 à 20 000 euros à des réseaux de passeurs à partir de la Libye. Et lorsqu'ils se retrouvaient sur le territoire européen et qu'ils voulaient passer en Grande-Bretagne, ils devaient de nouveau payer 15 000 euros à des réseaux de passeurs appartenant aux mêmes organisations internationales criminelles, mais qui, eux, étaient situés en Europe. Donc, j'ai été confronté à ça, avec énormément de migrants à Paris et une vingtaine de milliers en permanence à Calais, dans un contexte humain et sanitaire absolument épouvantable. Quelle a été la politique qui a été menée à l'époque? Mais ce n'est pas une politique qui a été menée de façon déclaratoire. Je n'ai pas instrumentalisé la politique migratoire à des fins d'atteindre des objectifs politiques intérieurs. J'ai essayé de régler le problème. Comment ai-je fait? Et ce n'était pas facile. D'abord, nous avons eu toujours en France, pour ce qui concerne les demandeurs d'asile, je parle de l'asile, des difficultés qui résultaient du fait que la durée de traitement des dossiers des demandeurs d'asile est beaucoup trop longue. 24 mois en 2014. Si vous ne réglez pas le problème du traitement des dossiers des demandeurs d'asile en 6-9 mois, vous n'avez aucune chance de pouvoir reconduire ceux qui ne doivent pas bénéficier de l'asile à la frontière. Vous créez un processus de thrombose qui vous empêche d'accueillir tous ceux qui relèvent du statut de réfugié. Parce que si vous n'êtes pas capable de gérer cette situation, vous créez les conditions à la fin où vous n'accueillez personne, puisque vous n'êtes plus en situation d'accueillir bien quiconque. Donc nous avons réglé ce problème. Nous avons doublé le nombre de places en CADA, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Une loi a été votée en 2015, mais sans bruit, qui était une loi qui réduisait la durée de traitement des demandeurs d'asile et qui imposait l'apprentissage du français et toute une série de conditions pour avoir accès au marché du travail. Et puis, comme les places en CADA ne suffisaient pas et que l'hébergement d'urgence était embolisé,
nous avons créé 570 centres d'accueil et d'orientation provisoires partout sur le territoire national pour permettre l'évacuation des poches de concentration inhumaines, sanitairement contestables, etc. C'est comme ça que s'est faite l'évacuation de Calais sans l'intervention d'une force de l'ordre. Mais je me rappelle du contexte de l'époque. L'actuel président, qui était à l'époque en voyage en Allemagne, était ministre de l'économie et des finances, trouvait que son collègue ministre de l'Intérieur que j'étais n'était pas assez généreux dans l'accueil des migrants lorsqu'il procédait à l'évacuation de Calais. Quelques mois après, c'était les circulaires Collomb, dont je n'ai pas compris qu'elles étaient inspirées par ceux qui avaient présidé à la politique, insuffisamment généreuse. L'extrême gauche et la gauche aujourd'hui dominante manifestaient à Calais lorsque j'évacuais Calais pour mettre tous ceux qui étaient dans la boue de Calais dans des bâtiments en dur avec un accompagnement quotidien. Ils manifestaient contre la déportation des migrants à partir de Calais. Et une partie de la droite et de l'extrême droite expliquait que j'allais créer partout des mini-Calais. Mais on l'a fait. Et on n'en a pas entendu beaucoup parler. Bon. Mais la contrepartie de ce que nous faisons pour l'accueil de ceux qui relèvent du statut de réfugié, c'est que ça doit s'accompagner d'une fermeté totale pour ceux qui sont en situation irrégulière ou qui relèvent de l'économie économique non désirée et non souhaitée. Sinon, nous ne pourrons plus accueillir personne. Parce que la poussée populiste sera telle, les tensions auront pris une telle dimension, la confrontation sera à ce point partout instillée et organisée que nous n'y arriverons pas. Est-ce qu'on n'en est pas, déjà là, en tout cas dans la perception des choses, parce que la question continue à se poser sans trouver de solution, fût-ce l'extrême droite de Mme Meloni. L'extrême droite de Mme Meloni, elle ne règle aucun problème en Italie. Et vous feriez quoi? Non, mais elle ne règle aucun problème en Italie. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment se comporte l'extrême droite française. On a commencé par expliquer que Mme Meloni et l'extrême droite française, c'était la même chose. L'extrême droite française est restée prudente jusqu'à ce que Mme Meloni commence à réussir. Quand Mme Meloni a commencé à réussir, l'extrême droite française a trouvé finalement que ce n'était pas si mal d'être comparée à Mme Meloni. Maintenant que Mme Meloni a des difficultés à cause de la politique migratoire, elle explique que si elle était au pouvoir, elle ne ferait pas ce que fait Mme Meloni. Donc, il y a beaucoup de... Vous feriez quoi? Comment on résout ça? Est-ce qu'on le résout comme les Danois, c'est-à-dire en sortant de certains règlements ou de certaines contraintes européennes? Non, mais il n'y a aucune contrainte. Quoi? Non, mais il n'y a aucune contrainte européenne aujourd'hui qui empêche la mise en œuvre d'une politique migratoire ferme. C'est une volonté des États qui suppose ou pas qu'on la mette en œuvre. Et c'est une volonté européenne aussi qui suppose que l'Europe, enfin, s'intéresse à ce qui se passe dans la bande sahélienne et notamment à Agadez au Niger, là où sont une grande partie des acteurs de la traite des êtres humains, là où se concentre une grande partie de ceux qui viennent de l'ouest de l'Afrique et qui se mettent entre les mains des passeurs avant que d'arriver. S'il n'y a pas une coopération très forte de pays de l'Union européenne avec les pays du G5 Sahel pour développer la lutte contre la fraude documentaire, mettre en place des dispositifs de contrôle, de renseignement, d'identification des réseaux de la traite des êtres humains, s'il n'y a pas une politique européenne puissante qui consiste à engager le dialogue avec les migrants qui sont dans la bande sahélienne, pour les inciter via 1000 instruments qui peuvent être le microcrédit, la politique de réinstallation, à rester sur leur continent. S'il n'y a pas, de la part des pays européens, une politique très nette, très claire, qui consiste à dire « nous n'allons pas prendre les médecins au Maroc, en Afrique, pour les mettre dans nos hôpitaux, au motif que, voilà ». Si nous ne sommes pas capables de faire tout cela en même temps, et si nous ne sommes pas capables de mettre en place des dispositifs législatifs qui peuvent très bien être compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme pour dire ceux qui n'ont pas vocation à être sur le territoire national doivent être reconduits, et si nous n'intensifions pas l'action diplomatique, ce qui implique pas des grands discours, ce qui implique de la pugnacité, de la constance, de la cohérence dans le temps pour que les laissez-passer consulaires soient délivrés, nous n'y arriverons pas. Donc c'est toute cette gamme d'actions politiques et d'initiatives politiques qu'il nous faut prendre. Pourquoi on est fâché avec le Maghreb,
Monsieur le Premier ministre. On est fâché avec les Marocains et les Algériens en même temps. Là, je parle à l'ancien Premier ministre. Oui, se fâcher avec les deux en même temps, c'est assez rare. En général, on est fâché alternativement. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui expliquent qu'on soit fâché avec les uns et les autres. Le premier élément concernant le Maroc, comme l'Algérie, c'est que si l'on veut régler la question migratoire en déclaration tonitruante sur le thème « nous ne distribuerons plus de visas si vous ne distribuez pas les laissez-passer consulaires », on crée les conditions du blocage complet. Si on veut des laissez-passer consulaires, il ne faut pas faire des déclarations de ce type. Il faut envoyer des diplomates longtemps, souvent, parler avec nos interlocuteurs pour qu'ils les délivrent. Si vous coupez les visas à toutes les familles marocaines, parmi les plus influentes, au motif que ces familles qui ont l'habitude avec les visas de venir en France font pression sur le roi pour que le roi change sa politique, c'est mal connaître l'âme marocaine que de raisonner ainsi. Ça se traduit par le roi et les élites se coalisant sur le thème « ils sont tombés sur la tête ». Bon. Donc, c'est ce qui s'est passé, avec les uns comme avec les autres. Et je pense que ça n'est pas une bonne manière de régler le problème. D'ailleurs, on en voit les effets et les conséquences. On arrive au terme, je parle sous l'autorité d'Arnaud. On a quelques minutes peut-être pour laisser la salle poser quelques questions à Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Deux minutes, il y a un jeune étudiant qui va poser la question. On passera la parole après. Désolé, monsieur. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour vos échanges. Je me présente, je m'appelle Victor Nicotorini, je suis étudiant à HEIP en 3e année. Vous êtes venu à l'école il y a 2 ans pour nous parler. Ma question par rapport à la politique actuelle et au gouvernement et aux membres de l'Assemblée, notamment l'Assemblée nationale. Vous parliez tout à l'heure des dérives, des changements. Comment se positionner avec votre mouvement ou parti, comment se positionner face à cette gauche, cette nouvelle gauche qui peut parfois dériver vers un extrême un peu destructeur? Merci beaucoup. Bon, d'abord, je n'ai pas créé un parti, je suis socialiste, je souhaite que le Parti socialiste refasse son unité et qu'il redevienne une grande formation politique. Ce que j'ai créé, c'est un mouvement de réflexion qui me permet, à travers le pays, de dire ce à quoi je crois. Bon. Comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, on fait en sorte que ceux qui rendent le retour de la gauche impossible par l'extrémisme de leur position et qui fabriquent du vote Rassemblement national en quantité industrielle ne soient plus en situation dominante. Donc pour qu'ils ne soient plus en situation dominante, il faut faire en sorte, par ce que l'on exprime, par les convictions qu'on met sur le métier, il faut faire en sorte que le rapport de force s'inverse. Moi, je souhaite que le rapport de force s'inverse, parce que si la gauche de gouvernement ne reprend pas une position de crédibilité, de force au sein de la gauche, ce sera le Rassemblement national. Voilà. Il y a un monsieur qui voulait poser une question virulente. Je veux qu'il la pose. Attendez, on va vous donner un micro, parce que comme vous êtes en colère, il faut qu'on vous entende. Oui, non, mais vous avez fait partie d'un gouvernement qui était parti pour un programme et qui, malheureusement, à la fin du quinquennat, a viré un petit peu sa cutie, comme on dit. Alors, quand vous parlez de Macron, qui effectivement vire à un côté de l'autre, je suis d'accord avec vous, là, de ce côté-là, mais vous l'avez fait aussi. Alors, si vous êtes de gauche, il faut rester la démocratie jusqu'au bout, assumer votre programme, et rien que votre programme. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors, merci de me le demander, et je vais vous répondre. Bon, d'abord, moi, je ne reproche pas au président de la République d'aller d'un côté ou de l'autre. Je lui reproche de n'aller que d'un côté, c'est-à-dire à droite. C'est ça que je lui reproche. Vous reprochez au gouvernement auquel j'ai appartenu d'avoir fait de même. Je ne partage pas cet avis, et je vais vous dire pourquoi. Quand un gouvernement de droite avant le nôtre supprime 80 000 emplois dans l'éducation nationale, c'est quand même important, 80 000 emplois supprimés dans l'éducation nationale,
et que le gouvernement auquel j'ai appartenu en crée 60 000. Est-ce que c'est la même chose? Lorsque on met en place le bouclier fiscal sous le gouvernement précédent, et qu'on met en place, lorsque le gouvernement de François Hollande arrive, la taxe à 75%, la taxe sur les transactions financières, qu'on met en place l'union bancaire, parce qu'il y a eu à la fin des années 2007-2008 une crise financière au sein de l'Union européenne qui résultait du fait qu'il y avait dans les banques partout des actifs toxiques et que le système bancaire n'était pas contrôlé. Et qu'au début du quinquennat, on met en place un dispositif qui permet de superviser les banques, d'avoir un dispositif de résolution des crises bancaires et de garantie des dépôts. C'est la même politique. Lorsque l'on aligne la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail, alors que la fiscalité du travail était infiniment pénalisée par rapport à celle du capital, c'est la même politique. Lorsque l'on décide de faire en sorte, dans la police et dans la gendarmerie, où les écoles avaient été supprimées, la direction de la formation avait été supprimée, et à la veille d'une crise terroriste, 13 000 emplois avaient été supprimés, de recréer une direction de la formation, de recréer des écoles de formation des policiers, et qu'on crée 9 000 emplois, là où les précédents en avaient supprimé 13 000, c'est la même politique. Mais la loi El Khomri est une loi, mais la loi El Khomri, j'en revendique une grande partie du contenu, parce que quand vous avez une loi qui permet de relancer le dialogue social dans les entreprises, quand vous avez une loi qui permet aux organisations syndicales et aux patrons par entreprise de pouvoir discuter et négocier des accords dans un pays où la confrontation, l'affrontement, le blocage est partout, ce n'est pas parce qu'une partie de la gauche et une partie des organisations syndicales ont décidé à ce moment-là qu'il fallait tout détruire de ce qui était fait, que ce qui était fait n'était pas à gauche. Je ne partage pas ce sentiment. Et même s'il y a une grande partie de la gauche qui dit cela, et qui aimerait voir des responsables politiques de gauche reprendre ce flambeau et dire que tout cela est juste, alors que j'estime que ça ne l'est pas, mais moi je ne me refuse à aller dans le sens de ce qu'est l'opinion dominante à gauche pour raconter des choses qui ne correspondent pas à la réalité de ce que nous avons fait. Et je me réjouis que vous me posiez cette question, parce que je n'ai pas souvent l'occasion de faire ce type de mise au point. Parce que ça fait des années qu'on dit des choses sur ce qui a été fait sous le gouvernement du président Hollande et qui ne sont pas justes. En même temps, il y a des choses justes qu'on ne dit pas et qui mériteraient d'être critiquées. Oui, bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Puisqu'on est à l'heure puisque vous nous parlez des bilans, puisque vous êtes également référé donc à Clémenceau, à Léon Blum, et de façon plus nuancée avec François Mitterrand, je voudrais vous poser une question sur le bilan que vous retirez de la séquence Mitterrand, puisque souvent on en parle avec une certaine nostalgie, mais je vois moins souvent des bilans de façon plus chiffrée de ces années Mitterrand. Rapidement, les 18 premiers mois, je crois que les finances de l'État se sont vidées très rapidement avec un programme de nationalisation dont il ne reste plus rien. Le populisme qui a entraîné son élection, en partie sans doute avec la réforme des retraites, dont on voit également les conséquences sur les années suivantes, une série de milliers d'heures de discussions, voire des émeutes et avec tout ce qui va avec, et pour finalement réduire progressivement le décalage avec les autres pays européens, voilà, 64 alors qu'ils sont plutôt à 67. Et puis, je ne sais pas, les lois Aubry pour lesquelles on a créé des machines à empêcher les entreprises de fonctionner avec des extrémistes de gauche, le syndicat Sud par exemple, qui systématiquement s'opposaient à tout fonctionnement de l'entreprise au lieu de trouver un esprit plutôt de négociation, comme ça se fait chez nos voisins allemands, enfin voilà, et j'en passe. Et donc je voudrais savoir finalement, parce que les discours c'est une chose, mais après coup, on se dit, mais voilà, il y a eu 5 ans, ou 7 ans, ou X années de telle politique, qu'est-ce qu'on en retire en termes de bilan? Est-ce que par exemple, l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus faibles, sous les années Mitterrand, c'est réduit ou c'est augmenté? Voilà, merci. Bon, d'abord, vous imputez à François Mitterrand beaucoup de choses qu'il faudrait imputer à ses successeurs. Les lois Aubry, ce n'était pas François Mitterrand, c'était Lionel Jospin, etc., etc. Mais peu importe. La question que vous me posez, c'est la question du bilan de François Mitterrand.
il y a dans le bilan de François Mitterrand beaucoup de choses que vous n'avez pas évoquées. Le renforcement de la construction européenne, la mise en place de l'euro, le renforcement de la relation franco-allemande, le développement d'une politique de défense qui a permis à la France de compter davantage, y compris au sein de l'OTAN et dans la construction d'un pilier européen de l'OTAN. Il y a chez François Mitterrand une modernisation de l'économie. Il y a eu effectivement une politique économique hasardeuse entre 80 et 83 qui a considérablement creusé les déficits budgétaires, déficits du commerce extérieur, et un questionnement qui s'est posé à l'époque à François Mitterrand et au gouvernement de Pierre Mauroy de savoir si on changeait de politique en restant dans l'Europe ou si on sortait de l'Europe pour maintenir cette politique. Et le choix qui a été fait, c'est de rester dans l'Europe et de poursuivre la modernisation de l'économie sans perdre les objectifs de justice sociale. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait à travers une politique industrielle, une politique d'accès des entreprises au financement de leurs propres projets. Je me souviens très bien d'un livre très intéressant de Marek et Lévy-Gerbois dans les années 80, c'est-à-dire au début du premier septennat de François Mitterrand, qui disait quelque chose comme si l'investissement est rare et le capital insuffisant, c'est pour des raisons macro-financières tenant à l'endettement des entreprises. Eh bien, la modernisation du marché financier a permis de régler une grande partie des difficultés d'accès au financement des entreprises. Donc, il y a eu un travail de modernisation considérable de l'économie, il y a eu un travail de modernisation considérable de la société à travers la libéralisation des expressions sur les radios et les télévisions. Il y a une politique culturelle extrêmement offensive, une politique européenne est résolue, une capacité à prendre des décisions lorsqu'il y a eu des violations du droit international. Je pense notamment à ce qui s'est passé au moment de l'invasion du Koweït par l'Irak, qui ont conduit François Mitterrand à jouer sur la scène internationale un rôle que beaucoup de ses successeurs n'ont pas joué. Donc moi, j'ai une profonde admiration pour François Mitterrand. Et vous savez, si on raisonne droite-gauche, vous avez dressé un bilan, François Mitterrand, qui est focalisé sur ses erreurs. Mais si on prend le bilan de Jacques Chirac, qui n'était pas un président qui avait la sensibilité de François Mitterrand, il y aurait aussi des choses positives à dire, des choses négatives à soulever. Parce qu'en réalité, sur un temps long, et François Mitterrand et Jacques Chirac ont gouverné tous les deux longtemps, un président de la République, il fait des choses positives, puis il y a des choses qui le sont moins. Je considère que ce qu'a fait François Mitterrand pour la société française, et surtout pour l'économie française, dans un contexte où le pays était quand même très bipolarisé et avait le sentiment d'une alternance impossible, apporter la démonstration au pays que non seulement l'alternance était possible, qu'elle n'aboutissait pas au pire que certains avaient prédit, qu'elle n'avait pas abouti non plus à la confrontation dans le pays de deux blocs, puisque les cohabitations sont survenues, que les institutions ont demeuré et que la démonstration a été faite de la possibilité de deux sensibilités de gouverner ensemble. Et donc la période Mitterrand était quand même, contrairement à des périodes comme celle que nous vivons aujourd'hui, une période d'apaisement et de recherche de consensus et de compromis, davantage qu'une période de confrontation. Et le bilan européen de François Mitterrand est reconnu encore aujourd'hui par les jeunes Européens comme un bilan absolument incontestable. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Samira Agem. Moi, j'aimerais parler d'avenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de crise de la démocratie avec des gens, des concitoyens qui votent de moins en moins. Alors, je me projette un peu en 2027. Je voulais savoir, bien sûr, peut-être que vous n'allez pas le dire, mais est-ce que vous envisagez de vous présenter à la présidence de la République ? Et comment, vu que ça va être très difficile de dégager une majorité, si vous arriviez au pouvoir, comment vous arriveriez à rassembler toutes les forces politiques pour servir l'intérêt général ? Bon, être candidat à l'élection présidentielle quand on n'a pas une force politique constituée est absurde. Donc, moi, ce que je me tue à dire à mes amis politiques, c'est vous pouvez continuer à imaginer que tel ou tel aura un destin national. S'il n'y a pas une force politique digne de ce nom, crédible, rassembleuse, constituée, il ne se passera rien. Bon. Donc la question n'est pas de savoir si un tel ou un tel a envie, en raison de l'idée qu'il se fait de la hauteur des plumes sur son chapeau, d'être candidat. Ça, c'est l'histoire politique racontée aux enfants. Il faut constituer une force. Mon objectif, c'est qu'une force politique se constitue.
Quand cette force politique se sera constituée, et si elle se constitue, si on y parvient, c'est pas facile parce qu'il y a un climat de radicalisation, de populisme, etc. Si elle se constitue, alors à ce moment-là, il faudra qu'elle choisisse sa candidate ou son candidat. Et moi, je ne serai pas de ceux qui détruisent d'autres hypothèses au motif que les autres hypothèses n'est pas soi. C'est irresponsable quand le risque est celui que l'on a en face de soi. Mais, dans le même temps, je prendrai toutes mes responsabilités si je suis en situation de faire le job. Voilà. Ça, c'est un raisonnement que je trouve démocratiquement sain, politiquement responsable, dans un contexte de grand danger. Ensuite, comment on gouverne ? Eh bien, je pense que dans le contexte dans lequel on est, soit dans la foulée de l'élection présidentielle, le parti majoritaire, comme cela fut le cas par le passé, retrouve de la force, je crois que ce sera très difficile, soit on tente ce que l'actuel président n'a pas voulu tenter, et à mon avis c'est une erreur, c'est-à-dire une grande coalition. C'est-à-dire qu'on dit aux partis constitués, on ne vous demande pas d'être d'accord sur tout, on ne vous demande même pas d'être dans la majorité d'ailleurs, mais on vous demande d'accepter autour d'un contrat de gouvernement pour faire les 4-5 réformes dont le pays a besoin, d'accepter de cheminer ensemble. C'est ce que les Allemands font avec les grandes coalitions. Quand le SPD gouverne avec la CDU pour faire ce dont l'Allemagne a besoin et que l'Allemagne en sort renforcée, ça n'empêche pas le SPD de se présenter contre la CDU et après Mme Merkel d'avoir un chancelier SPD plutôt qu'un chancelier CDU. Mais et la vraie modernisation de la démocratie française, c'est de créer les conditions de coalition qui permettent à des partis politiques qui ne renoncent pas à ce à quoi ils croient de gouverner dans l'intérêt supérieur du pays. Si je crois qu'il y a une dernière question. Il y a toujours une dernière question de plus. Ah, monsieur le Voilà, monsieur la vraie dernière question. Oui, je voulais vous poser une question sur la question des rapports avec l'Afrique, la question migratoire, qui est une question essentielle. J'étais enseignant en histoire géo et j'ai appris à mes élèves pendant toute ma carrière la transition démographique, celle qui a été reliée par le fameux Hervé Lebras qu'on voyait dans tous les médias et qui nous disait qu'il n'y avait pas de problème avec l'Afrique, alors que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a une explosion démographique en Afrique, c'est une réalité. Je vous trouve un peu sévère avec Mme Meloni, car c'est quand même l'Italie qui reçoit les migrants chez eux, et vous savez bien le peu de solidarité qu'il y a en Europe avec Meloni. Je vous trouve assez conciliant avec Laura du Maroc, qui est quand même richissime et qui se permet de condamner à mort pratiquement les journalistes de Charlie Hebdo. Quant à l'Algérie, parlons pas du FLN, qui est une dictature depuis la soi-disant libération de l'Algérie. Ce que je voudrais quand même savoir, c'est quel bilan vous faites, vous, de la gauche, de la vision de la gauche, hein. Mitterrand qui a voulu des démocraties en Afrique, alors qu'aujourd'hui elles sont rejetées. Je suis assez souvent en contact avec des Africains qui aujourd'hui aspirent à des gouvernements forts. Vous savez très bien que Sarkozy a fait une erreur monstrueuse en faisant assassiner Kadhafi, car il maintenait les migrations en Afrique. Je connais assez bien ces questions-là. Et si vous voulez, je voudrais savoir quelle est votre vision quant à voir aussi l'échec de Barkhane, hein, qui était quand même initié par votre président, qui était bien seul pour aller là-bas dans le Sahel. Voilà, je voudrais savoir un peu quelle vision vous avez. Si vous voulez être candidat plus tard, ça serait quand même intéressant que les Français le sachent, car vous savez comme moi que ça sera une question centrale pour les prochaines élections présidentielles. D'abord, je n'ai marqué aucune complaisance à l'égard d'aucun responsable politique africain. J'ai simplement qualifié une politique la nôtre, ce qui est quand même très différent. Je n'ai pas dit un mot sur le roi du Maroc dans mon propos, pas un mot. Je considère simplement qu'une politique qui consiste à dire à des États avec lesquels nous avons mille choses à faire, au bénéfice de leur peuple, pas de leurs dirigeants, de leur peuple, que nous allons supprimer toute possibilité pour les étudiants, pour les intellectuels, pour les chefs d'entreprise, de bénéficier de visas pour venir dans notre pays, n'est pas une bonne politique, je le maintiens. Ce n'est pas une bonne politique si on veut assurer le rayonnement de la France, de ses universités, et assurer sa présence sur le continent dans des conditions qui soient des conditions de respect mutuel et d'équilibre. Je n'ai rien dit d'autre. Quelle est la politique que nous devons mener ? Est-ce qu'au motif que des dictateurs africains et des putschistes considèrent que la démocratie n'est pas la bonne manière de faire, nous devons nous mettre à ne plus souhaiter le respect de l'état de droit, de la démocratie en Afrique ?
Est-ce que, par exemple, nous devons considérer, au motif que le président Bazoum, qui a été démocratiquement élu au Niger, et qui s'est mis à s'attaquer à tout ce qui rongeait le Niger depuis des décennies, et qui avait conduit son peuple à être privé du minimum de richesse que le pays créait, par les effets de la corruption, des détournements de fonds, des mafias multiples, de la présence à proximité de ce pays de réseaux terroristes, est-ce que nous devons considérer que ce qui s'est passé au Niger est acceptable, que la démocratie, finalement, n'est pas souhaitable en Afrique, puisque les Africains eux-mêmes disent ne pas la souhaiter? Si les Africains, aujourd'hui, souhaitent des régimes forts, c'est parce qu'ils espèrent de ces régimes forts qu'ils mettront fin à tout ce à quoi des régimes faibles ont cédé au cours des dernières années. Corruption, prévarication, installation au pouvoir de régimes corrompus devenus faibles, contribuant et encourageant le pillage des ressources de leur propre sous-sol en organisant la prévarication avec des intérêts étrangers, notamment chinois et parfois russes. Et ces peuples qui tiennent ce discours-là sont parfois manipulés par des réseaux dont on sait qu'ils utilisent tous les moyens de la manipulation de l'opinion, je pense notamment au réseau Wagner, à des fins d'installation de régimes qui sont des régimes sanguinaires, on s'en rendra compte très vite. Donc faut-il renoncer, si on est français, au motif que le contexte aujourd'hui est celui-ci, à la démocratie, au respect de l'état de droit, à la lutte contre la corruption, à la lutte contre les enfants soldats, etc. Non. Moi, ma politique sera une politique qui continuera à affirmer que tout ce que nous devons faire en Afrique, c'est de créer les conditions pour que par le droit, par le développement, par la relation nord-sud renforcée et exigeante, nous puissions faire en sorte que ces peuples qui souffrent de la malhonnêteté de leurs dirigeants, de leur prévarication, du non-respect de l'état de droit, du non-respect de l'indépendance de la justice, puissent avoir accès à ce à quoi nous aspirons nous-mêmes pour nos propres enfants. Ce n'est pas imposer un régime à partir de l'Europe à un continent qui serait incapable d'en assumer les principes, c'est défendre les principes de l'universalisme. C'est ce sur quoi nous nous sommes engagés depuis 2 siècles. Donc je ne vois aucune raison de cesser de défendre cela. Et lorsque nous intervenons au Mali, que fallait-il faire au Mali? Il fallait laisser les terroristes s'emparer de Bamako et continuer à maintenir dans les fers des femmes maliennes, à priver des enfants maliens d'éducation. Ce que nous avons fait à ce moment-là, nous l'avons fait parce que c'était notre devoir de le faire. Nous l'avons fait seuls parce que les Européens ont attendu l'opération Takuba pour venir nous rejoindre et c'était trop tard. Mais s'il y avait une capacité européenne d'intervention au sein du continent africain, nous n'en serions pas là. Faut-il, au motif que ça n'a pas été fait, renoncer à se battre pour que cela soit possible un jour? Je ne le crois pas. Si nous renonçons à tout ce qui est difficile, au motif que nous avons pu essuyer des échecs parce que c'était difficile, alors il faut renoncer à avoir de la volonté à faire de la politique, surtout lorsqu'il s'agit de principes fondamentaux. Donc vous me demandez ce à quoi je crois, voilà ce à quoi je crois pour le continent africain et pour les relations internationales. Arnaud m'indique qu'il y a une vraie dernière petite question. Voilà. Allez. Johanna Gonzalez, étudiante en 3e année de bachelor à HEIP aussi. Je voulais savoir votre opinion sur la France, sur l'avenir de la France dans une Europe qui est de plus en plus prenante, dans une Europe de plus en plus pressante, surtout avec une montée des populismes en Europe. Est-ce que vous voyez une France qui redevient souveraine ou alors une France qui s'engouffre un petit peu dans une Europe plus fédérale, en fait? Voilà. Je ne crois pas du tout à une Europe plus fédérale. Je pense que l'Europe doit fonctionner par un renforcement de la coopération entre les nations, que la fuite en avant qui consiste à chaque fois qu'une difficulté se pose à préconiser qu'on la règle par un nouveau traité est aujourd'hui, compte tenu de la situation des opinions au sein de l'Union européenne, tout à fait illusoire. Et je pense que les grandes politiques qui redonneraient confiance en l'Europe n'ont pas besoin de supranationalisme, de fédéralisme ou de supranationalisme supplémentaire pour être efficaces et être mises en œuvre. On a besoin d'une capacité d'investissement massive sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur l'éco-construction, sur l'écomobilité. On a besoin d'une politique énergétique davantage intégrée à
alors qu'on a une taxonomie européenne qui, sur le nucléaire, prend des positions qui sont complètement orthogonales de ce dont nous aurions besoin pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Mais pour régler ces problèmes, on a besoin d'un accord entre les États, on n'a pas besoin de traités. Pour passer le fonds Juncker de 300 milliards à 1200 milliards d'euros et faire les investissements dont l'Europe a besoin, on a besoin d'une décision du Conseil. On a besoin d'un appui de la Commission. On a besoin que les parlementaires européens se battent pour que cela soit possible. Mais en aucun cas, on a besoin d'un nouveau traité. Donc, pour moi, pour l'Europe de la défense, créer les conditions d'un pilier européen de sécurité et de défense avec des efforts de regroupement industriel pour renforcer la base industrielle et technologique de défense en Europe, on n'a pas besoin de traité. On a besoin de décisions des États. C'est ça dont on a besoin. Donc moi, je suis résolument européen, et c'est parce que je suis résolument européen que j'ai pas envie de voir l'Europe s'enliser dans des débats sur le fédéralisme, alors même que l'urgence est ailleurs. L'urgence, c'est quelle politique mettons en place au sein de l'Union sur le réchauffement climatique, sur la protection de nos industries, sur la mobilité de notre jeunesse, pour faire en sorte que, sur le respect du droit face à la force, sur la capacité de l'Union européenne à défendre de façon souveraine ses propres intérêts, y compris sur le plan militaire, sur tous ces sujets-là, vous les prenez un par un, vous regardez les décisions à prendre, vous les scannérisez, vous les radiographiez, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin de traité. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, pour avoir été ministre des Affaires européennes, je me suis beaucoup intéressé à ces sujets, à chaque fois qu'on vous sort un traité, c'est qu'on est dans une situation d'impuissance politique. À chaque fois qu'un leader européen vous dit « Ah, un nouveau traité serait utile », c'est qu'il ne sait pas régler le problème avec les outils dont il a besoin. Donc c'est la politique de la fuite en avant qui conduit à cela. Je ne suis pas favorable à cela. Mais je crois que... Merci, Monsieur le Premier ministre. Voilà, j'espère que ça a permis de mieux connaître vos idées, votre savoir, votre conception du pouvoir et de la démocratie. Merci beaucoup.